participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à la webconférence sur la gestion des risques liés à la cybersécurité. Pendant à peu près 40 minutes, on va voir le référentiel PAS 555 version 2013, bien sûr, qui traite les risques liés à la cybersécurité, gouvernance et gestion. Tout d'abord, je vais commencer à me présenter. Donc, je suis Sami Zoglami. Je suis responsable d'audit ISO 27001 de version 2013, responsable d'audit aussi ISO 9001 version 2015. Je suis formateur IRK des auditeurs tierces parties en PMS, en ISO 9001 version 2015. Je suis aussi expert certificateur pour tout ce qui est volet prise de décision suite à des missions d'audit tierce parties. Et bien sûr, je suis contract reviewer AFNOR Group pour tout ce qui est validation des demandes clients et la détermination des durées d'audit pour, bien sûr, tout ce qui est dimensionnement des missions d'audit tierce parties au sein du groupe AFNOR. À côté de ça, je suis responsable technique de l'organisme certificateur AFAC AFNOR International, qui est un organisme certificateur au sein du groupe AFNOR. Il est basé en Tunisie, donc je m'occupe de tout ce qui est volet accréditation, donc tout ce qui est suivi d'accréditation, conformément au référentiel des 7021 et 22003. Voilà un peu, donc je vais commencer par présenter le groupe AFNOR. Donc le groupe AFNOR, c'est un groupe international qui est basé pratiquement dans plusieurs pays, on va voir tout de suite, qui est organisé autour de 4 grands domaines de compétences pour répondre éventuellement aux besoins des différents clients. On trouve un peu tout ce qui est aspect certification des systèmes de management d'une façon générale, aussi bien des systèmes de management de qualité, environnement, peu importe le secteur, hein, les OTS pour le secteur automobile, aéronautique, ainsi de suite. Donc la certification pour les référentiels certifiables et tout ce qui est évaluation par rapport à des référentiels, par exemple les ISO 26000, tout ce qui est développement durable, ainsi de suite. Deuxième volet de compétences, il faut des thèmes de formation un peu spécifiques à travers son instance AFNOR Compétences. À côté de ça, tout ce qui est volet édition, hein, à travers des livres, des bonnes pratiques, ainsi de suite dans le domaine. Et le quatrième volet, tout ce qui est normalisation. Voilà un peu les différentes implantations du groupe AFNOR dans le monde, donc pratiquement dans plusieurs pays, 39 pays, même plus, je crois, maintenant. Et avec, bien sûr, des relations commerciales avec plus de 100 pays, hein, un peu, pratiquement un peu partout dans le monde. On trouve un peu l'implantation du groupe. Alors, sinon, par rapport à notre thème qu'on va essayer de voir pendant 40 minutes, parce qu'on aura l'occasion peut-être après, pendant 15 minutes, de traiter un peu les différentes questions qu'on peut avoir. Donc, on va traiter la cybersécurité. Essentiellement, le standard PAS 555, version 2013, pour les risques liés à la cybersécurité. Donc, c'est un référentiel de gouvernance et gestion et de spécification. On va commencer un peu par les termes et les définitions relatives à la cybersécurité. De toutes les façons, au niveau de ce standard, il y a pas mal de définitions, mais nous, on va s'intéresser un peu de deux mots-clés hein, qu'on va utiliser tout au long de ce webinaire. La cybersécurité. Donc, la cybersécurité, c'est la capacité de protéger ou de défendre l'utilisation de cyberspace contre les cyberattaques. Les cyberattaques, finalement, un cyberattaque, c'est un acte malveillant envers un dispositif informatique via un réseau cybernétique. Les cyberspaces, ce sont des réseaux, un réseau mondial d'ordinateurs dont Internet fait partie. La question qui se pose peut-être ici, et certainement il y a parmi d'entre vous qui sont dans le domaine de la sécurité du système d'information,
quelle est la différence entre la cybersécurité et la sécurité de l'information? En fait, la sécurité de l'information traite plutôt de l'information, quel que soit le format. Format électronique, format papier, on peut trouver aussi l'information au sein des personnels, peu importe donc le format. La cybersécurité, plutôt, elle s'intéresse à la protection des biens numériques, donc des informations traitées, stockées et transportées par des systèmes d'information interréseau. De toute façon, on va voir un peu au fur et à mesure un peu la différence en quelque sorte entre la sécurité de l'information et la cybersécurité. Alors, maintenant la problématique. L'Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l'information, l'ENISA, est un centre d'expertise en matière de sécurité des réseaux et de l'information pour l'Union européenne, publie chaque année un rapport. Et au niveau de ce rapport-là, on trouve quelque part des analyses sur les menaces et les cyberattaques. On va vous présenter tout de suite un peu quelques résultats par rapport à cette publication. Et le Forum économique mondial, engagé bien sûr dans l'amélioration de l'état du monde, connu par sa réunion annuelle à Davos, il réunit des dirigeants, des personnels politiques du monde entier, afin de débattre des problèmes de la planète, y compris les risques au niveau de la planète, présente aussi quelques risques liés à la cybersécurité. On va le présenter tout de suite. Cette instance aussi publie un rapport que vous pouvez trouver au niveau Internet facilement, vous pouvez le télécharger. Donc, il contient pas mal d'informations quant aux différents risques au niveau de la planète. Si on revient un peu au niveau du rapport ENISA, et on va présenter un peu le paysage des différentes menaces qu'on peut avoir. Ici, devant vous, là, au niveau du diapo, il y a la vue d'ensemble et la comparaison du paysage des menaces 2016 par rapport à 2015. Et vous trouvez pas mal de types de menaces, par exemple les malwares, tout ce qui attaque des applications web, le déni de service, tout ce qui est phishing de façon générale. Donc, ce sont des types de menaces, et là, on voit un peu le niveau d'évolution d'une année à l'autre. On trouve aussi le numéro 13, là, tout ce qui est vol d'identité. Donc, c'est le paysage un peu des différentes menaces qu'on peut avoir suite à des études réalisées et l'évolution annuelle de 2015 à 2016 des différentes menaces. Quant à la publication de World Economic Forum, on trouve quelques risques qui sont impactants finalement. Ce sont des risques liés aux conséquences néfastes, par exemple, des progrès technologiques, des risques liés aux problèmes d'infrastructure liés à l'information critique, à l'information essentielle. Et on retrouve les cyberattaques là où la probabilité elle est un peu importante. Et l'impact aussi, il est important. Alors, juste une idée globale sur les différentes cyberattaques courantes. On va commencer par ce qu'on appelle le spear phishing. Le spear phishing, c'est un courrier qui semble être d'une personne ou une entreprise que vous connaissez, avec lequel vous êtes familiarisé, mais réellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, parce que c'est à partir des hackers que veulent vous des informations un peu critiques, par exemple des numéros de compte bancaire, des mots de passe, des informations financières sur le PC. Donc ce sont des attaques finalement pour avoir des informations critiques personnelles bien définies afin de les utiliser ultérieurement. En fait, le spear phishing se focalise sur un nombre limité d'utilisateurs. Souvent un seul utilisateur, parfois, auquel est envoyé un message fortement personnalisé pour avoir la confiance finalement du cible. Donc l'attaquant commence par rassembler un maximum d'informations
sur sa cible via des sources publiques. Hein. Par exemple, je cite par exemple les réseaux sociaux. Hein. On peut avoir des informations bien détaillées à travers des réseaux sociaux sur les cibles. Et à partir de ces informations, celui-ci crée un message personnalisé à destination d'une personne donnée, hein, la cible finalement. Donc la forte personnalisation du message qui en résulte est susceptible de rendre celui-ci très convaincant et d'augmenter la probabilité du succès, hein, de l'attaque. Par exemple, en 2014, là, je vais citer un exemple par rapport à ce type d'attaque. Des chercheurs en sécurité ont montré qu'un groupe de pirates informatiques avait réussi à compromettre les données d'un nombre important de cadres financiers de Wall Street, en utilisant bien sûr des tactiques telles que envoyer des messages à partir des comptes de personnes connues de la cible, en faisant référence par exemple à des affaires en cours gérées par la cible, ou en faisant en preuve d'une parfaite maîtrise de la langue et de la culture professionnelle de leur cible. Donc finalement, c'est d'avoir la confiance de cible afin de l'attaquer et avoir les informations critiques, par exemple, telles que citer les comptes bancaires, les mots de passe, les informations financières, ainsi de suite. Alors, le deuxième type d'attaque, ce qu'on appelle cyberattaque, c'est tout ce qui est SEO whaling ou ce qu'on appelle pêche à la baleine. Selon le FBI, la fraude de ce type d'attaque a grimpé de 170% depuis janvier 2015 et a coûté aux entreprises dans le monde au moins de 3 milliards de dollars pendant ces 3 dernières années. Alors, ces types d'attaques visent généralement les cadres de niveau avec autorité pour éviter les processus, bien sûr, fastidieux et faire des transferts de fonds électroniques directs ou pour charger le personnel de télécharger des informations sensibles. Voilà un peu ce type d'attaque. Donc, pratiquement, il vise un peu des personnes ou des cadres de niveau un peu d'autorité pour éviter, bien sûr, les processus fastidieux. Troisième type d'attaque, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les ransomware ou les logiciels de rançon. Donc, c'est un type de logiciel malveillant ou un malware qui bloque l'accès de la victime à l'ordinateur et exige de payer la rançon. Quatrième type d'attaque courante, c'est ce qu'on appelle des DDoS ou le botnet. Donc, c'est une attaque par déni de services distribués, hein, ce qu'on appelle DDoS. C'est une tentative de rendre un service en ligne indisponible en l'accablant de trafic provenant de plusieurs sources. Et le dernier type courante, c'est tout ce qui est attaque d'applications web, les attaques, ce qu'on appelle les attaques de script intersite, hein, XSS, surviennent lorsqu'un attaquant utilise une application web pour envoyer un code malveillant, généralement sous la forme d'un script côté serveur. Voilà un peu les différentes attaques qu'on peut avoir, ou les attaques communes, ou les attaques courantes qu'on peut avoir. Juste une petite clarification par rapport à l'attaque des applications web. Ces attaques sont réalisées généralement suite à l'identification de failles de sécurité des sites web, ce qui permet par exemple d'injecter du contenu dans une page bien définie web. Voilà. Donc, où l'attaquant peut utiliser tous les langages pris en charge par le navigateur, par exemple des JavaScript, ou de la langage Java, ou Flash. L'attaquant aussi, à travers ces pages web, violer la session, par exemple en récupérant les cookies, hein, voilà, au niveau du poste de la cible. Alors, je vais citer ici un exemple réel, hein, juste pour vérifier un peu l'ampleur des différentes cyberattaques. C'est ce qu'on appelle l'exemple d'Airwolf. Hein, c'est un exemple de spear phishing qui est découvert par IBM début 2015.
Voilà un peu le processus de l'attaque avec les différentes étapes, hein. Alors, ça commence par un employé de l'organisation ciblée qui reçoit un courrier électronique avec le logiciel malveillant qui s'appelle U4. Hein. Voilà, le malware s'appelle U4. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'exécution du malware. Donc, lors de l'ouverture de la pièce jointe, le logiciel malveillant U4 est installé sur le PC. Ensuite, c'est l'étape de l'exécution du malware. L'U4 établit la communication avec l'attaquant et télécharge le DAIR, donc le malware DAIR. L'étape 3, le DAIR modifie la réponse du site web de la banque et trompe la victime pour appeler un faux numéro. La quatrième étape, c'est l'appel téléphonique et la collecte des informations critiques, hein, du client. Et l'étape 5, pratiquement plus de 1,5 million de dollars américains est transféré rapidement et efficacement des comptes de la victime à plusieurs comptes offshore. L'étape 6, c'est l'étape la plus importante là au niveau de l'attaque parce que c'est à partir de l'étape là que l'attaquant va essayer d'éliminer toutes les traces. Donc immédiatement après le vol, un déni de service, pratiquement à travers des attaques volumineuses, sont réalisées afin de distraire ou d'entraver l'enquête qui va réaliser par la suite. Vous voyez un peu donc les différentes étapes de l'attaque, de cette cyberattaque et l'ampleur de chaque étape. Alors, la solution maintenant. Donc, la solution, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser les risques liés aux cybersécurité? Là, on vous propose le PAS 555 version 2013. Donc, c'est un standard qui détermine un peu, ou plutôt qui définit, à travers des exigences, bien sûr, les modalités qu'il faut mettre en place pour maîtriser les risques liés à la cybersécurité. Donc, il est ciblé pour guider un peu les organismes et la direction, finalement, à comprendre et à s'en concentrer sur le résultat pour une cybersécurité efficace. On va vous montrer par la suite ce standard-là. Et on va vous montrer les différentes annexes, y compris l'annexe A, qui montre comment d'autres normes aussi peuvent être utiles et peuvent aider à atteindre les résultats attendus par rapport à ce référentiel. Alors, le périmètre de ce référentiel ou de ce standard. Tout d'abord, les exigences de ce standard, le PAS 555, définissent les résultats globaux d'une cybersécurité efficace et comprennent des mesures aussi bien techniques, physiques, culturelles et comportementales, ainsi que des exigences de leadership et une gouvernance efficace. Bien sûr, il existe de nombreuses autres normes et directives ou des bonnes pratiques qui sont disponibles et qui peuvent aider à s'attaquer ou à maîtriser les risques de cybersécurité. Mais plutôt, elles tendent à définir des bonnes pratiques, hein, par rapport à la manière dont les éléments de cybersécurité efficace peuvent être obtenus. Par contre, le PAS 555 ne spécifie pas de tels processus ou actions. Il permet à toute organisation de choisir la manière dont elle atteindra les résultats spécifiés. En d'autres termes, ce référentiel ne définit pas des méthodes, mais par contre, il définit des résultats à atteindre. Hein? Alors, dernier point, le PAS est pratiquement destiné à tout type d'organisation qui souhaite faire confiance à sa gouvernance plutôt, et à sa gestion de la cybersécurité. Donc, il s'applique pratiquement à toutes les organisations, peu importe leur taille, leur type et la nature de leur métier.
Donc, en intégrant le PAS 555, d'autres normes peuvent aider à atteindre les résultats attendus par rapport à ce référentiel. Par exemple, l'ISO 27001, l'ISO 20001 pour tout ce qui est management des services utiles, ou tout ce qui est management des risques, ISO 31000. De toutes les façons, l'annexe A illustre comment une sélection d'autres normes peut répondre aux exigences qui sont décrites dans ce PAS. Le tableau aussi, au niveau de cette annexe, peut aussi aider à intégrer les exigences de ce référentiel dans un système de gestion déjà existant, déployé. D'accord? Là, par exemple, on retrouve un peu les différentes exigences au niveau du PAS 555 et les exigences correspondantes par rapport aux autres référentiels. Par exemple, l'ISO 9001 version 2015, par exemple, l'ISO 27001 2015 aussi, 2013 plutôt, 20000 2011, 31000, ainsi de suite. Bon, c'est vrai ici que le référentiel fait référence un peu à des référentiels tels que ISO 9001 2008 ou 27001 2005. C'est sûr qu'il y aura une mise à jour pour finalement être cohérent avec les nouvelles référentiels, aussi bien ISO 9001 ou 27001. De toute façon, on va essayer de parcourir par la suite les exigences vite fait, ça sera vite fait, donc les exigences du PAS 555 et les exigences correspondantes par rapport au référentiel 9001 2015 ou 27001 2013. Alors, quelques points clés, quelques dispositions de maîtrise clés qui sont prévues au niveau de ce référentiel. Alors, on retrouve quelque part au niveau de ce référentiel des exigences concernant le leadership, l'engagement, et la gouvernance en matière de sécurité. On retrouve aussi des exigences par rapport à l'évaluation des risques, des actifs, des menaces et des vulnérabilités liées à la cybersécurité, des exigences liées à la sécurité des personnes, des exigences liées à la sécurité technique, préparation à la résilience, des exigences liées à la surveillance, des exigences liées à la gestion des incidents liés à la cybersécurité, et enfin des exigences concernant la restauration. Voilà l'architecture un peu du référentiel PAS 555. Là, on retrouve trois familles d'exigences. Donc, il y a les exigences qui concernent le leadership et tout ce qui est management en matière de sécurité lié à la cybersécurité. Les exigences qui concernent la maîtrise opérationnelle et des exigences qui concernent l'amélioration continue. Par exemple, les exigences concernant le leadership et la gouvernance en matière de sécurité. On va parler de la structure du management, on va parler de l'engagement envers la cybersécurité, contexte de la sécurité, stratégie d'organisation, stratégie de développement des capacités, stratégie fournisseurs et partenaires, stratégie technologique, résilience métier et tout ce qui est conformité réglementaire et normative. Par rapport au chapitre de maîtrise opérationnelle, on va évoquer l'évaluation des risques, la protection et l'atténuation, la détection et tout ce qui est réponse, et récupération. On va commencer par présenter un peu et brièvement les exigences concernant les chapitres leadership et gouvernance en matière de sécurité. Donc ça commence par le chapitre 3, structure de management. Donc par rapport à ça, l'organisme doit inclure bien sûr la cybersécurité dans l'acquisition du matériel, des logiciels ou d'autres équipements et pendant le cycle de vie jusqu'à leur élimination. Au niveau de structure aussi de management, il faut disposer d'une structure permettant de gérer le risque de cybersécurité en fonction du périmètre d'activité de l'organisation et de l'évaluation du risque. L'organisation aussi doit avoir
un propriétaire de cybersécurité au sein de l'organisme. Mais il faut avoir un niveau d'ancienneté proportionnel à la taille et au périmètre de l'organisation et bien sûr à l'exposition au risque de cybersécurité. Ici, on retrouve quelque part des exigences par rapport au choix qui va être affecté pour être propriétaire de cybersécurité. L'organisme aussi doit définir et attribuer clairement les responsabilités, l'autorité et les ressources de la cybersécurité au sein de l'organisation. Ce sont un peu les exigences standards, un peu par rapport à ce référentiel. Les responsabilités et autorités sont nécessaires quand même pour atteindre la finalité de ce standard. Le chapitre 4 traite tout ce qui est engagement envers une culture de cybersécurité. Donc la direction d'organisme doit démontrer comment elle favorise une culture de la cybersécurité au sein de l'organisme. Une culture de la cybersécurité, c'est une culture où les valeurs et les attitudes, les comportements sont le fondement au niveau quotidien de l'organisme. Par exemple, un cas où être négligent sur la cybersécurité n'est pas acceptable. Là, c'est vrai qu'il faudra un peu de temps pour le changement, pour instaurer ce niveau de culture. Cinquième chapitre, au niveau de ce référentiel, il traite tout ce qui est contexte de la sécurité. Donc, la direction doit s'occuper de la cybersécurité en plus de tous les autres risques et opportunités, bien sûr, d'où les autres objectifs commerciaux. Donc, la cybersécurité doit être prioritaire, en plus des autres objectifs. Le chapitre 6, il traite tout ce qui est stratégie d'organisation, métier. Donc, l'organisme doit inclure la cybersécurité dans la gestion d'organisation, de ses systèmes, de ses processus, de ses structures, et aussi bien sur le plan physique, technique et humain, bien sûr en fonction du risque évalué. Vite fait, le chapitre 7, donc il traite tout ce qui est stratégie de développement des compétences d'une façon générale. Donc c'est un chapitre lié au personnel de l'organisme. Donc l'organisation doit avoir des programmes de sensibilisation à la cybersécurité. Bien sûr, des programmes de formation, de perfectionnement, afin que tous les individus de l'entreprise auront la conscience et la compétence nécessaires pour remplir leur rôle de cybersécurité et contribuer à une culture efficace de cybersécurité. Le chapitre 8, il traite tout ce qui est stratégie fournisseurs et partenaires. Donc, ce qui est exigé ici, c'est d'étendre un peu le champ de cybersécurité vers les fournisseurs et les partenaires. Donc, l'organisation ou l'organisme gère son risque de cybersécurité à l'échelle aussi de ses partenaires, fournisseurs et clients, y compris les interdépendances. D'ailleurs, au niveau de l'annexe C de ce référentiel, on trouve un exemple de rapport d'évaluation du niveau de cybersécurité fournisseur-partenaire. Voilà un peu capture d'écran de cet exemple de rapport d'évaluation au niveau du diapo. Chapitre 9 qui concerne la stratégie technologique. Donc l'organisme doit inclure la cybersécurité lors de l'acquisition du matériel, logiciel et d'autres équipements. Il doit inclure aussi la cybersécurité dans le cadre de l'évaluation de l'impact du changement. Il doit mettre en œuvre des pratiques qui identifient de nouvelles vulnérabilités lors du changement. Il doit mettre en œuvre des couches de protection pour contrôler l'accès aux actifs conformément, bien sûr, aux résultats d'évaluation des risques. Il doit aussi planifier les modifications, en termes, même il anticipe les modifications futures du matériel, du logiciel ou d'autres équipements cybersécurité lorsque les risques évalués démontrent le besoin. Alors, le chapitre 10, ça concerne tout ce qui est résilience métier.
capacité finalement à résister au choc s'il y a des impacts. Donc l'organisme doit identifier et mettre en œuvre plutôt le niveau de résilience nécessaire en fonction des types de services qu'il fournit et des risques évalués, tel que c'est exigé au niveau du chapitre 12. Alors, le chapitre 11, il traite tout ce qui est conformité réglementaire et normative. Donc, ce standard motive à identifier et à mettre en œuvre plutôt les règlements, les lois, les normes et les bonnes pratiques choisies de manière à renforcer la cybersécurité au sein de l'organisme. Alors, maintenant, on va voir un peu vite fait les exigences qui concernent la maîtrise opérationnelle. Donc, ça commence par le chapitre 12 jusqu'à chapitre 15. Donc, au niveau du chapitre 12, ça concerne tout ce qui est évaluation des risques à travers la gestion des actifs, l'évaluation des menaces, l'évaluation des vulnérabilités. On va les voir tout de suite. Par la suite, le chapitre 13, tout ce qui est protection et atténuation. Donc, ça concerne la sécurité des personnes, la sécurité physique, la sécurité technique, la préparation à la résilience. Le chapitre 14.1, ça concerne tout ce qui est conscience externe, surveillance interne, par la suite, le contrôle de protection par la suite, et gestion des incidents liés à la cybersécurité. La récupération au niveau du chapitre 15, ça traite tout ce qui est l'enquête, bien sûr, la réassurance de l'intégrité des données, restauration, bien sûr, d'entreprise et tout ce qui est processus légal en cas d'impact. On va commencer par l'évaluation du risque. Donc, au niveau de l'évaluation des risques, ce qui est exigé au niveau du chapitre 12.1, donc il s'agit ici d'identifier les menaces et les vulnérabilités des actifs de sorte que l'organisme puisse être minimiser les menaces et les vulnérabilités, les atténuer ou les gérer en temps opportun. Et ce, en fonction, bien sûr, du périmètre de l'organisme et des résultats de l'appréciation du risque. Donc ici, le standard, il renvoie quelque part aux exigences de l'ISO 9001 version 2015 ou de référentiel 27001 2013. Donc, par exemple, par rapport à la SMSI, au niveau de 27001 version 2013, c'est un peu l'équivalent du chapitre 6.1.1 ou 6.1.2 pour tout ce qui est identification et gestion des risques d'une façon générale. Alors ici, il n'y a pas une méthode exigée pour la gestion des risques. Donc une organisation peut choisir de suivre des méthodes de gestion des risques utilisées ou recommandées par d'autres normes. Ou il peut choisir sa propre méthode en fonction, bien sûr, de son contexte de sécurité. Les chapitres 12.2 jusqu'à 12.4 couvrent des besoins d'évaluation des actifs et des menaces et des vulnérabilités. Et les résultats présentés, bien sûr, au niveau du chapitre 12 devraient être exécutés de façon continue. C'est un peu la boucle d'analyse des risques, donc ça doit être réalisé d'une manière continue. Au niveau de gestion d'actifs, donc il s'agit ici d'identifier et valoriser les actifs et de gérer l'accès aux actifs avec bien sûr des contrôles appropriés. Donc il s'agit aussi ici de classer les actifs selon leur valeur, la sensibilité et l'impact bien sûr de leur divulgation, dommages ou pertes. Ce qu'il faut ajouter ici peut-être, c'est qu'il faut que les actifs soient suivis et gérés conformément à leur classification. Sinon, par rapport à l'évaluation de la menace, l'organisation doit identifier les menaces et les dangers réels et potentiels pour les actifs dans ces diverses fonctions. Par rapport à l'évaluation de la vulnérabilité au niveau du chapitre 12.4, l'organisation doit identifier les vulnérabilités nouvelles et existantes afin que la correction de toute susceptibilité puisse être effectuée.
Alors, la protection et l'atténuation. On a vu déjà tout ce qui est stratégie de développement des compétences au niveau du personnel. Donc, à côté de ça, il y a le chapitre 13.1 qui concerne la sécurité des personnes. Donc, l'organisation doit identifier et prendre les mesures pour minimiser, atténuer ou gérer les risques pour l'organisation posés par des personnes, aussi bien de l'intérieur ou de l'extérieur, y compris ses partenaires commerciaux, ses fournisseurs et ses clients. C'est un peu le chapitre 7.2 au niveau de l'ISO 27001 2013 et bien sûr la mesure au niveau de l'annexe A.7. Protection et atténuation toujours, la sécurité physique au niveau du chapitre 13.2. Donc l'organisation doit identifier les vulnérabilités physiques et mettre en œuvre des contrôles de sécurité physique conformément à l'évaluation des risques prévus au niveau du chapitre 12. Et bien sûr, surveiller l'accès aux installations et aux équipements physiques. Donc ici, c'est tout ce qui est mesure pour assurer la sécurité physique au niveau de l'organisme. La sécurité technique, au niveau du chapitre 13.3, ça concerne la mise en œuvre des contrôles techniques de sécurité pour protéger les actifs. La préparation à la résilience, donc la capacité à résister au choc finalement, c'est au niveau du chapitre 13.4. Donc l'organisme doit construire une préparation à la résilience par rapport à son personnel, par rapport à ses processus, par rapport à sa technologie, afin de réduire l'impact d'un incident de cybersécurité. C'est un peu l'équivalent de la mesure 1.14 au niveau de l'ISO 27001-2013. Sinon, par rapport à la rubrique détection et réponse, là on retrouve des exigences concernant la sensibilisation, essentiellement la sensibilisation externe. Donc l'organisme doit recueillir, surveiller, analyser et partager essentiellement, voilà l'importance du partage, avec les partenaires de confiance bien sûr, les informations sur toutes les menaces nouvelles, existantes ou en constante évolution en matière de cybersécurité et répondre conformément aux risques évalués et à la nature de l'entreprise dans le cadre d'évaluation de risques cybernétiques régulières. La surveillance interne au niveau du chapitre 14.2, donc l'organisation doit définir et maintenir sa capacité à détecter qu'un incident de cybersécurité s'est produit et les mesures, bien sûr, qu'elle prend en réponse. Elle doit aussi vérifier ses capacités de surveillance interne et bien sûr les mesures prises par rapport à la cybersécurité. Le contrôle de protection. Donc l'organisation doit déterminer et recueillir des informations provenant de diverses sources. C'est un peu la gestion des connaissances par rapport aux cyberattaques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation, et permettre d'identifier les tendances et les anomalies qui pourraient indiquer des atteintes à la cybersécurité et d'informer l'évaluation de la menace. Il faut noter que ce chapitre n'est pas prévu même au niveau de l'ISO 27001, version 2013. La gestion des incidents liés à la cybersécurité, donc l'organisation doit indiquer comment elle se prépare et comment elle peut prendre le commandement et le contrôle d'un incident et comment elle détermine une réponse efficace, y compris des détails sur les communications, les personnes, les mesures de sécurité technique et physique pourraient être nécessaires. Alors, dernière rubrique concernant bien sûr les chapitres de maîtrise opérationnelle, ça concerne la récupération au niveau du chapitre 15. Alors, ça commence par l'enquête ou l'investigation. Donc, à ce niveau-là, l'organisation doit démontrer sa capacité à enquêter ou à investiguer et à documenter les événements et les incidents liés à la cybersécurité, afin de permettre l'apprentissage,
l'examen et l'identification des bonnes pratiques et de soutenir toute poursuite judiciaire ou tout autre suivi. L'intégrité des données, par rapport à ça, l'organisme, bien sûr, doit définir et maintenir sa capacité à rétablir l'intégrité des biens de l'organisation, des actifs, à la suite d'un incident de cybersécurité. Donc, c'est l'équivalent de la mesure A.17 au niveau de la SMSI, 27 2013. Restauration. Donc, l'organisation ou l'organisme doit démontrer sa capacité à rétablir en temps voulu et en conformité avec le dommage, bien sûr, causé ou fait par elle-même, et à ses partenaires aussi, et à ses fournisseurs, même à ses clients, d'accord, à la suite d'un incident de cybersécurité. La procédure légale, donc l'organisation au niveau du chapitre 15.4, donc l'organisme doit identifier et gérer ses obligations légales et réglementaires en matière de cybersécurité et tenir compte de ses exigences quant à la disponibilité, bien sûr, de conseils juridiques pour minimiser les dommages supplémentaires en cas d'incident. Alors, les protections qu'on propose en termes de maîtrise là, contre les différentes attaques, on a vu un peu au niveau de l'exemple présenté que l'attaque généralement est composée de 4 étapes. Ça commence par l'enquête. Donc l'enquête, il analyse des informations disponibles sur l'objectif ou sur la cible afin d'identifier des vulnérabilités potentielles. Et par rapport à ça, ce que propose ce standard-là, PAS 555, c'est la formation, la sensibilisation et la sensibilisation des utilisateurs et la sensibilisation à l'hameçonnage, tout ce qui est phishing, la sensibilisation aussi à l'ingénierie sociale parce que les types d'emails qu'on a vu là au niveau des cyberattaques, c'est à caractère social. Donc ce sont les dispositions de maîtrise que ce référentiel prévoit au niveau de l'enquête. Au niveau de cette étape-là d'attaque, l'investigation et l'enquête par rapport aux cibles. Au niveau de la livraison, donc la deuxième étape au niveau de l'attaque, pour rendre au point dans un système où une vulnérabilité peut être exploitée. Donc ce qu'il faut prévoir ici, c'est des firewalls, des protections contre les logiciels malveillants, une bonne configuration et des gestions des collectifs. Au niveau de l'étape violation ou exploitation de la vulnérabilité, pour obtenir une forme d'accès, bien sûr, par rapport à cette vulnérabilité. Donc, ce qu'il faut prévoir, c'est la surveillance, la gestion des collectifs, la configuration sécurisée, bien sûr, et la gestion des accès utilisateurs avec des mots de passe forts. Au niveau de l'affectation, donc tout ce qui est réalisation d'activités au sein d'un système qui atteint l'objectif de l'attaquant, c'est un peu l'étape d'affectation. Donc ce qu'il faut prévoir ici, ce sont des plans de continuité d'activité, des exercices de continuité d'activité, des sauvegardes à la limite. Voilà un peu ce que ce référentiel propose par rapport aux 4 étapes de cyberattaque. Alors pour résumer, les avantages de ce standard, PAS 555, est présenté comment une organisation peut-elle tirer avantage. Donc, en adaptant ou en déployant ce référentiel, il peut améliorer la sensibilisation à la nécessité d'identifier et d'atténuer les risques liés à la cybersécurité dans toute l'organisation. En déployant, bien sûr, des exigences liées au PAS 555, on améliore aussi la prévention des pertes et la gestion des incidents. Ça permet aussi d'améliorer la résilience organisationnelle. Ça permet de concentrer les investigations de façon appropriée. Ça permet d'améliorer les contrôles au sein de l'organisme. Ça permet aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Et ça permet aussi finalement d'améliorer l'apprentissage organisationnel. Alors, vite fait, ce qui suit. AFNOR peut vous aider avec les normes suivantes, bien sûr associées à des risques spécifiques, tels que ce standard-là qu'on a présenté, le PAS 555, l'ISO 27001,
l'ISO 20001, bien sûr, l'ISO 22301, l'ISO 19600, ainsi de suite. Ça permet d'assurer une approche basée sur le risque des normes classiques telles que l'ISO 9001, tout ce qui est management de la qualité, l'ISO 14001, sécurité, santé au travail. AFNOR aussi peut vous aider par rapport à l'état du lieu et l'évaluation de l'existant pour identifier et mettre en œuvre les mesures nécessaires. À travers les actions de formation délivrées par AFNOR Compétences, ça permet aussi d'acquérir les connaissances, les compétences nécessaires pour mettre en œuvre et auditer les mesures liées aux cybersécurité. Bien sûr, à travers des audits de certification, vous pouvez solliciter AFNOR certification pour l'atteinte des objectifs par rapport à la cybersécurité, pour améliorer la confiance des parties prenantes, pour une meilleure réputation commerciale et avantages concurrentiels, bien sûr. De toutes les façons, pour avoir plus d'informations, vous pouvez contacter votre bureau local AFNOR. Voilà un peu une brève présentation par rapport aux exigences du référentiel PAS 555 et les différents chapitres qu'on a parcouru vite fait, voilà, contrainte du temps, pour découvrir ou avoir une première vue par rapport à ces exigences. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors Stéphanie, la question, est-ce que c'est une norme certifiante? Oui, c'est une norme certifiante. D'ailleurs, au niveau d'AFNOR UK, vous pouvez donc la solliciter pour certifier, pour déjà certifier un système de management conformément au PAS 555. Alors, Racine, la question de Racine, sinon le référentiel a été établi pour quel organisme? Alors, on a dit que le référentiel est applicable ou il peut déployer, peu importe la nature d'activité de l'organisme. Donc, voilà, c'est un référentiel générique applicable à tous les types d'organismes. Alors, les questions de Sylvain. Les données piratées sont-elles récupérables? Suivies comment? Alors, parmi les exigences ou les mesures prévues au niveau du PAS 555, c'est tout ce qui est, bien sûr, sauvegarde et tout ce qui est exigence concernant la continuité d'activité. Alors, les données piratées, normalement, ne sont pas récupérables, mais tout en déployant l'exigence concernant la sauvegarde, et bien sûr avec des tests de sauvegarde et de tout ce qui est test de continuité d'activité, on peut retrouver les données finalement.
Bien sûr, sous-entendu que derrière, il y a des poursuites légales telles que c'est prévu au niveau du chapitre 15.4, processus légal. Question Mohamed Amin. Est-ce que le standard est certifiant pour les organismes ou les collaborateurs? Alors, c'est un standard destiné aux organismes. C'est pas pour, ça concerne les organismes bien définis. C'est vrai qu'au niveau du standard, on ne retrouve pas un chapitre sur ce qu'on appelle le domaine d'application, hein, tel que c'est prévu, par exemple, au niveau du ISO 27001, hein, ou ISO 9001, hein, voilà, les standards classiques ISO. Mais le domaine d'application est déterminé en commun accord entre l'organisme qui va solliciter la certification et l'organisme certificateur. Alors, question de Sylvain. Si l'organisme n'a pas de capacité à enquêter sur la cybersécurité, comment peut-il s'y prendre? Ok, l'enquête ou l'investigation, c'est une exigence de ce référentiel prévu au niveau du chapitre 15.1. Mais derrière, finalement, ce référentiel, il y a toujours ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, il faut commencer quand même par un minimum au niveau de l'investigation, au niveau de l'enquête, hein, avec les moyens utilisés et les améliorer au fur et à mesure. De toutes les façons, il faut avoir des dispositions au niveau de l'organisme pour répondre à cette exigence qui s'appelle l'enquête ou l'investigation prévue au niveau du chapitre 15.1. Euh, alors, question qui parvient de Bamba Sarata. Donc, comment se fait l'identification des risques au niveau de leur évaluation? Donc, comment... Alors, comme j'ai expliqué, il n'y a pas une exigence par rapport à la méthode d'identification et d'évaluation des risques. Hein, on peut utiliser une méthode déjà déployée par d'autres référentiels si l'organisme déjà certifié, par exemple, 27001, hein, SMSI. Donc, on peut utiliser la méthodologie ou la méthode déjà existante. Sinon, l'organisme définit sa propre méthode, mais il doit démontrer la pertinence de la méthode qu'il utilise. Donc, il n'y a pas une exigence bien définie par rapport à l'identification et l'évaluation des risques. Alors, Racine, question qui est de Racine, l'ISO 31000, c'est quoi? Alors, l'ISO 31000, c'est un référentiel pour la gestion des risques. Voilà, question, appliquer la cartographie de l'ISO 31000, 31000 pour une meilleure évaluation du risque. Oui, pourquoi pas, on peut l'appliquer. Oui. Alors, de quoi traite la norme ISO 27001? Question de Salman. La norme ISO 27001, c'est un référentiel d'exigence pour le déploiement d'un SMSI, un système de management de la sécurité de l'information, d'accord, afin de garantir ce qu'on appelle le CID, de tout ce qui est confidentialité, intégrité et disponibilité de l'information.
Quels sont dans les grands axes les avantages et inconvénients par rapport à la 27001? Question de Daniel Baldassi. Très bonne question. Alors, comme j'ai expliqué un peu au début, la 27001, elle traite l'information, hein, peu importe le format. Hein, en termes de champ, c'est un peu vaste. Hein. Ce PASS 555 version 2013, il s'intéresse plutôt à tout ce qui est cybersécurité. Donc les menaces, les types de menaces, les types de vulnérabilités sont liés plutôt à tout ce qui est cyberattaque finalement. Donc ce qui est recommandé par rapport à ça, on peut commencer à la limite par déployer un référentiel déjà conformément au PASS 555 pour maîtriser les risques liés à la cybersécurité. Par la suite, on peut étendre le système de management pour couvrir les exigences de la 27001. On peut dire même qu'ils sont complémentaires à la limite. Hein. On peut avoir un système ISO 27001 pour avoir un SMSI maîtrisé d'une manière efficace et en intégrant les exigences du PASS 555 qui traite tout ce qui est volet cybersécurité. Parce que finalement, au niveau de la 27001, on ne retrouve pas réellement quelque chose lié à la cybersécurité si l'organisme n'a pas identifié ça déjà au niveau de l'identification et l'évaluation des risques. Hein, voilà. S'il choisit son domaine d'application tel que prévu au niveau du chapitre 4.3 de la 27001, donc il choisit un peu un domaine, bien sûr, à condition qu'il soit justifié. Voilà, il n'y a pas une obligation quelque part pour traiter tout ce qui est aspect sécurité, cybersécurité par rapport à un domaine bien défini qu'il a choisi. Par contre, ce PASS 555 peut être un complémentaire, disons, par rapport aux exigences de la 27001. Alors, dernière question. Alors, comment un organisme peut-il prouver sa résilience? Donc, c'est une très bonne question aussi. Il n'y a pas réellement une exigence bien définie de niveau de résilience. Donc, ce qui est exigé ici, c'est de commencer à définir un niveau, de commencer par rapport à un niveau bien déterminé par rapport à la résilience, mais derrière aussi, il y a l'amélioration continue de ce niveau. D'accord? Donc, voilà, c'est à l'organisme de démontrer voilà, son niveau de résilience et par la suite l'améliorer au fur et à mesure. Alors, question, pouvez-vous nous indiquer un modèle d'analyse de risque spécifique au système d'information, bien sûr, qui a déjà fait ses preuves en termes d'efficacité? Par rapport à cette question-là, c'est une question de Nordine. Au niveau de la 27001 ou au niveau de la PASS 555, il n'y a pas une exigence il n'y a pas une méthode exigée hein, au niveau de ces référentiels. C'est à l'organisme de définir sa propre méthode. Ça doit être approprié à l'organisme. D'accord? Donc, la norme n'impose pas de méthode. C'est à l'organisme lui-même de choisir sa propre méthode. Donc, mais par contre, il y a des bonnes pratiques qu'on peut utiliser. Hein. Par exemple, il y a l'ISO 27005 qui, bien sûr, voilà, peut être utilisé en tant que bonne pratique pour la gestion des risques liés à la sécurité de l'information, c'est l'ISO 27005. Il y a aussi la 31000, la cartographie des risques au niveau de la 31000, qu'on peut voilà, l'utiliser ou s'inspirer pour définir des méthodologies d'analyse des risques. Voilà, il y a des bonnes pratiques quelque part. Donc, c'est à l'organisme de choisir la méthode la plus appropriée, de sorte que la méthode soit efficace en termes de résultats.
Et c'est à l'organisme aussi de démontrer la pertinence de son choix et bien sûr de démontrer l'efficacité par rapport aux résultats de son choix. Ok, donc voilà, on termine. Toutes les façons, n'hésitez pas d'envoyer vos questions. Donc, on va essayer de vous répondre par mail. Merci d'avoir participé à ce webinaire et à la prochaine rencontre avec le groupe AFNOR, bien sûr, pour des nouvelles webinaires. Merci et bonne journée.